bonsoir à tous. À la une de ce journal, les principales villes du Cameroun souffrent d'une grave pénurie d'eau potable. Il ne se passe pas un jour sans que les robinets soient à sec. Les perturbations d'approvisionnement en eau liées aux incidents de nature diverses cachent bien mal la lenteur dans l'aménagement et la modernisation de la production et la distribution de l'eau au Cameroun. Une série de grands reportages réalisés à travers le triangle national mettent en exergue les conséquences sanitaires et sociales de cette difficulté d'accès à l'eau potable au Cameroun. Nous en parlerons au cœur de ce journal. L'insécurité alimentaire et la malnutrition gagnent du terrain dans le septentrion, dans les régions les plus pauvres du pays. Avoir accès à 3 repas par jour est un luxe. La société civile tire la sonnette d'alarme sur les difficultés que rencontrent des milliers de ménages camerounais, des ménages les plus pauvres qui ont du mal à avoir accès à la nourriture et une alimentation saine. On en parlera au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La région de l'extrême nord subit de plein fouet les affres des premières pluies. Illustration à Mora, où les bâtiments du lycée ont été complètement endommagés du fait des violents orages. Les toitures ont été arrachées, et ce qui fait craindre le pire aux populations, mais également la communauté éducative. Dans quelles conditions les élèves vont-ils poursuivre les cours sur ce campus sinistré depuis quelques jours? On fait le point avec Amadou Daïrou et Gladys Sidier. Lycée bilingue de Mora, dans le département du Mayo-Sava, région de l'extrême nord. Le passage de Dame Pluie a laissé de nombreux dégâts. Ici, les charpentes de plusieurs salles de classe ont été emportées. Élèves et enseignants n'ont fait la triste découverte que le lendemain. Lorsqu'on était venu dans la matinée, on avait vu que notre établissement, les différentes salles de classe, salles de section anglophone a été détruite par le vent. On ne savait pas quoi faire. On avait pensé beaucoup, mais on avait eu tellement peur parce que le vent a détruit notre établissement. Nous aimerions à ce que l'État nous aide à renouveler encore notre établissement. La préfecture, tout comme la délégation départementale des sports et de l'éducation physique, ont aussi été endommagés. Les responsables disent être habitués à ce type de spectacle qui se produit chaque année à la même période. Nous, on sait que le pire est à venir parce que le bâtiment est complètement abîmé. Je crois que maintenant, comme la porte est déjà ouverte, n'importe quel vent peut emporter le reste du toit qui reste. Et pour le moment, il y a un seul bureau qui est un peu en bon état et nous avons stocké tous nos matériels là-bas. Le bâtiment est tellement vieux et ce n'est pas la première fois que nous vivons un tel incident. C'est chaque année et on essaie de colmater, mais maintenant c'est le prix qui est arrivé parce que à l'heure où nous sommes, le délégué n'a plus de bureau et le chef de service des affaires générales aussi la salle de réunion est aussi touchée. Pratiquement, la délégation est complètement à genoux pour le moment. Les pluies commencent à peine. Pourtant, à Marois, l'on craint le pire. Quant aux dégâts qui pourraient être enregistrés cette année, les autorités sont interpellées dans une région qui est aussi en proie à de graves inondations en saison pluvieuse. Un homme d'affaires victime d'un kidnapping dans le département du Nyong-Ekele. Ses ravisseurs s'étaient fait passer pour des ouvriers agricoles. Après son enlèvement, une rançon d'1 million de francs CFA a été exigée. Il a eu la vie sauve et il a pu être extirpé des griffes de ses ravisseurs grâce à l'intervention des forces de l'ordre dans le département du Nyong-Ekele. Le récit des faits avec Joël Niem, Sédek Chouna et Kedjara. C'est aux environs de 6 heures, ce dimanche matin, que les événements se déroulent. Alors que la famille du dénommé Joshua est encore endormie, un homme va frapper à la porte. Il m'a dit que c'est moi, je cherchais ton mari. Je lui demande pour faire quoi. Il a dit que non, je cherchais ton mari parce qu'il a dit qu'aujourd'hui il va monter le champ pour que je fasse le job.
Je suis appelé mon mari, il a sorti maintenant. Après, ils sont partis avec lui à 7 heures. Sans inquiétude, elle va continuer de vaquer à ses occupations jusqu'à ce que, coup de tonnerre, son téléphone sonne. Arrivé à 9 heures, je vois un numéro 9. Je prends maintenant, je vais causer. Je lui demande que c'est qui. Mon mari me dit que c'est moi. Je dis que c'est quel numéro tu m'appelles? Tu es où même? Il dit que je suis en Dobisson. Je dis que pas chez Magoué, pas chez Bombo Colette. Tu cherches l'argent, il faut que tu envoies le numéro sur 1 million. C'est là-bas que je suis en courant, je suis partie. En partant, je tremblais, je ne sais pas aller pour partir. Réalisons que son mari vient d'être kidnappé. Elle essaie, apeurée, de suivre les instructions données au téléphone, après tout de même avoir alerté les forces de maintien de l'ordre qui lui déconseillent de verser la rançon. Magoué l'a envoyé 150. Après, là, ils ont dit à Magoué, ils ont dit que l'argent là ne suffit pas. Ils ont demandé 1 million. Il reste 850 000. Là-bas, Magoué me dit que c'est mauvais. Dans l'impossibilité de payer cette somme, la femme, dépourvue de solution, se tourne résolument vers les autorités. S'ensuit alors une enquête digne de film d'action. Ils ont pris la route Pouma-Mosondo. Et c'est à partir de là que nous avons essayé de retracer, de recouper et avec les informations que nous sommes mis sur le chemin. Il a été enlevé par ses propres frères qui sont partis de Mouyouka, parce qu'ils font Mouyouka, pour venir le chercher. Ils l'ont entraîné dans une brousse, dans une forêt. Après quelques heures de recherche, les forces de maintien de l'ordre retrouvent la trace des ravisseurs et de leurs victimes. Nous sommes arrivés, nous avons pu trouver Yoshua sous la ficelle, était ficelé et 2 mains. Nous l'avons délivré, mais nous nous sommes mis sur les traces. Joshua sera libéré et 2 de ses 4 ravisseurs interpellés. Nous avons pu mettre la main sur un, presque dans notre arrondissement, et un autre sur la limite avec Pouma, grâce à l'intervention de la brigade de gendarmerie de Pouma et des éléments de Pouma. 2 autres, en ce moment, sont encore dans la forêt. C'est un happy end qui n'arrive pas souvent dans des kidnappings liés à la crise anglophone où les ressortissants sont parfois obligés à verser des rançons entre les mains de certains groupes sécessionnistes au risque de se faire kidnapper. Le château d'eau du Cameroun meurt de soif. Je vous le disais en titre, les robinets sont à sec en plein cœur de la capitale régionale de l'Adamawa. Les travaux d'aménagement et d'extension de la production en eau potable piétinent. Les seuls points de ravitaillement sont des sources et des puits où se trouve une eau de qualité douteuse. Les populations impuissantes sont ainsi exposées aux maladies hydriques. C'est le constat que font Jean-Blaise Noupéyé et Flavien Dongo dans ce reportage. Ngaoundéré, ville château d'eau du Cameroun, manque d'eau potable depuis des semaines. L'eau qu'ils envoient sale, tantôt les choses se cassent en route. Donc avec tous ces mélanges-là, parfois tu te demandes même d'où l'eau sort parce que la couleur est vraiment douteuse. Tu ne sais pas par où c'est passé. Dans des quartiers burkina, Bamoun, Baladi et autres, l'eau qui coule des robinets est colorée, d'où l'inquiétude des consommateurs. L'eau là est vraiment très sale. Pour avoir même une eau de cette couleur, c'est très difficile. La bouche sortait chaud carrément. Des points d'eau disponibles dans la ville qui servent de ravitaillement ne sont pas rassurants. Les habitants des quartiers populaires de la ville de Ngaoundéré ont soif. Ils ont soif d'eau potable. On vient souvent puiser ici, comme là ici gratuit. Comme maintenant il n'y a rien à la maison. Là maintenant on sait qu'on fait comment. S'il n'y a pas d'eau ici au quartier, on souffre. Les puits sont sales. Rare même il y a des puits. On souffre, on souffre. Obligés de parcourir de longues distances à la recherche du précieux liquide. Avec la pandémie du coronavirus qui secoue le peuple, il est également difficile pour les apprenants de respecter les mesures barrières sans eau. À la rentrée, on avait de l'eau, mais à un certain moment, il n'y a plus d'eau à l'école. Parce qu'une école sans eau, c'est vraiment délicat. Rendu au service régional de la société en charge de la distribution de l'eau potable pour l'Adamawa, les responsables hors micro laissent dire que les travaux d'aménagement du réseau routier de la ville sont entre autres causes du manque d'eau potable dans certains grands quartiers de la ville de Ngaoundéré.
Dans la région du Sud, c'est un véritable calvaire pour les populations de Kribi, la station balnéaire. Depuis plusieurs jours, une pénurie d'eau potable est décriée. Une situation désagréable qui affecte même les établissements scolaires en cette période de lutte contre la pandémie du Covid-19. Comment les populations vivent-elles cette difficulté d'accès à l'eau potable? Comment faire face à cette pénurie d'eau en pleine crise sanitaire avec plusieurs cas de Covid-19 enregistrés à Kibi? Élément de réponse avec Joseph Abena-Bena. C'est une véritable lutte pour la survie que les populations se livrent ici, dans la cité balnéaire de Kribi. Les robinets sont à sec, aussi bien dans les ménages que dans les établissements scolaires. Depuis qu'on a commencé, on a quelques problèmes parce que nous ne recevons pas de l'eau, ou c'est coupé, ou on ne sait pas ce qui se passe. Mais à ce moment-là, pour ravitailler les seaux de lavage de main, nous sommes obligés de recourir aux puits environnants qui ne sont pas du tout salubres, alors que le lavage de main signifie vraiment les rendre propres. C'est dans ce caniveau, en plein centre urbain, que les populations trouvent un espoir de survie. Moi, seul on a Boamanga pour venir puiser l'eau ici, là, c'est chaud, c'est grave. Regardez, dans les bidons, puiser l'eau avec. Pas la première fois, c'est comme ça que nous on supporte. À Kribi, il n'y a pas l'eau de la SINEC. Depuis qu'on a installé l'eau, on n'a jamais mis l'eau à la portée de la population. C'est ici là qu'on vient se ravitailler parce qu'on n'achète pas. Et c'est un peu propre. Je n'imagine même pas qu'il existe l'eau courante à Kribi. Parce que depuis que je suis ici à Kribi, on se bat avec les forages, on se bat avec... partout où je suis allé, partout où j'ai loué, je vois des puits d'eau. Je vois beaucoup plus les puits d'eau, presque pas rencontrer vraiment l'eau courante au sens propre du terme. Cette eau des ruissellements se trouve être de qualité douteuse. À un jet de pierre d'ici, en amont, se trouve la morgue de l'hôpital de district et d'autres services qui libèrent des déchets. Mais les populations n'ont pas de choix. Non, on ne sait pas si c'est une bonne qualité, mais on puise aussi parce que ça sort du sol. Parce que même l'ancienne eau de la Sonel et de la SINEC, quand on puise ça, c'est jaune, c'est sale. Donc on préfère venir ici parce que c'est un peu propre. Mais et on n'achète pas. Donc là, il faut comme ça, l'État va comprendre qu'il nous faut l'eau. Parce qu'il n'y a pas de différence entre l'eau-ci et l'eau du robinet que Kamwata nous donne. Je ne peux que vous dire que l'eau de Kamwata est jaune. Parfois, il y a les gendarmes dedans. Donc si on lave même le cadavre avec l'eau-ci, il n'y a pas de différence. La ville balnéaire de Kribi, bien qu'entourée d'eau, a bel et bien soif. Une situation alarmante en cette période de lutte contre le Covid-19. Déjà cette critique avec des registrés. En plus d'avoir soif, les Camerounais sont confrontés à une certaine insécurité alimentaire et une malnutrition. Ces fléaux gagnent du terrain dans les régions les plus pauvres, notamment dans le septentrion, là où avoir accès à 3 repas par jour est un luxe. C'est du moins le constat que fait la société civile à travers plusieurs enquêtes réalisées auprès des ménages les plus pauvres. Elle tire la sonnette d'alarme et interpelle le gouvernement camerounais sur les politiques publiques destinées aux ménages les plus pauvres au Cameroun. Des précisions avec Jean-Blaise Noupéé et Isabelle Carole Zoupet. Au Cameroun, sur les 32% des enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition chronique, les régions du septentrion s'arrachent la part belle sur ce taux élevé de cette maladie causée par une alimentation mal équilibrée, qu'elle soit excessive ou trop faible. Les habitants de cette partie du pays ont des réponses. Un chef de famille qui est incapable d'avoir 2500 par semaine, il ne peut pas prendre cet argent-là pour acheter 1 kilo de viande à la maison avec le nombre de personnes qu'il a dans sa famille. Si les parents ont des enfants malnutris dans la famille, c'est l'ignorance d'abord. Pourquoi et comment gérer leur progéniture? Face à cette situation, le projet de renforcement de la résilience des populations dans les régions septentrionales du Cameroun, en abrégé Présec, sous la supervision du délégué régional de la santé, a fait un plaidoyer en faveur de la lutte contre la malnutrition. Vous savez que la malnutrition
est un problème de santé publique dans ces deux régions depuis environ 10 ans. Donc il est question de combattre ce problème de santé publique. C'est pour cette raison que nous voulons qu'ensemble avec les maires, la malnutrition soit éradiquée. Les participants à cet atelier pour le recul de la malnutrition dans la Damawa et le Nord expriment toute leur satisfaction. Cet atelier vient vraiment à point nommé parce que nous sommes édifiés par rapport à la nutrition. Dans tous ces 2 jours, on a été vraiment galvanisés, formés. Nous devons rentrer dans nos arrondissements respectifs et mettre en pratique ce qu'on a appris ici durant ces 2 jours. Cette rencontre s'est achevée avec l'adoption de 6 résolutions, parmi lesquelles celle d'allouer 1% du budget de chaque commune à l'amélioration de la nutrition de la mère et de l'enfant, avec un accent fort sur les 1000 premiers jours de vie. Dans l'actualité, de nouveaux membres titulaires font leur entrée au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Selon un décret présidentiel, il s'agit d'Ali Mahmouda, Essomba Mbengono Angelbert Albert, Sopo Touté Marlise. Ce sont des députés, personnalités désignées par l'Assemblée nationale. 3 autres personnalités sont maintenues au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Ils étaient déjà désignés par la Cour suprême. Ces membres du Conseil supérieur de la magistrature sont Mekulu Christelle, épouse Ngoti, Fofun Nabung, épouse Waka, et Manga Mukuri Isaac. La personnalité désignée par le président de la République, qui est également maintenue, est Ekono Na Albert. Ces 3 femmes et 4 hommes sont les 7 membres titulaires du Conseil supérieur de la magistrature, nommés pour un mandat de 5 ans. Et dans la perspective de la convocation d'une session du Conseil supérieur de la magistrature, un nouveau secrétaire a été nommé. Le magistrat hors hiérarchie Minko Abel est chargé de veiller au fonctionnement du dit conseil et la mise en état des dossiers soumis à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut le préciser, cette instance établit les tableaux d'avancement des magistrats, instruit les dossiers disciplinaires et donne son avis sur les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature donne également son avis sur les projets ou propositions de loi relatifs au statut de la magistrature au Cameroun. C'est une instance placée sous la présidence du chef de l'État et la vice-présidence du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Toujours dans l'actualité politique du Cameroun, 4 projets de loi déposés à l'Assemblée nationale. Quelle en est la teneur? Des précisions avec Joël Essengue et Gizogo. 4 projets de loi sur la table des députés à l'Assemblée nationale. C'est au dépôt de ces textes qu'était consacrée la première séance plénière après l'ouverture de la session du mois de juin 2020. Il s'agit dans le détail du projet de loi autorisant le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à l'accord sur la conservation des gorilles et de leurs habitats adopté depuis 2007 à Paris, du projet de loi visant à ratifier le protocole pour l'élimination du commerce illicite des produits du tabac, de celui régissant l'activité statistique au Cameroun et enfin du projet de loi portant sur la ratification du statut de l'Organisation pour le développement de la femme dans les États membres de l'Organisation de la Conférence islamique OCI. Cette première salve des projets de loi du gouvernement pour la session de juin en cours n'a rien prévu pour le code de la famille ou encore l'introduction de la double nationalité, des sujets en attente depuis longtemps. À la veille de son inauguration, le nouvel immeuble siège de la mairie de Monatélé a reçu une visite inattendue des flammes. Un gigantesque incendie a consumé un pan de l'hôtel de ville. Des pertes sont chiffrées à des millions de francs CFA. Dans cette localité située dans le département de la Léké, certains soupçonnent un acte criminel, mais le chef de l'exécutif municipal, plus prudent, s'en remet aux enquêtes ouvertes pour élucider les causes réelles de l'incendie. Charles Melingui et Marcelin Gansop. Plus de 24 heures après le passage des flammes, le maire de Monatélé dresse le lourd bilan. Le bâtiment qui a brûlé, c'est la salle des actes. Et à l'intérieur de cette salle des actes, on avait entreposé des équipements qui devaient permettre au personnel de la commune
une fois les travaux achevés, de travailler dans les meilleures conditions. Il y avait là les tables pour bureau, les fauteuils, les chaises, les classeurs pour rangement, les moquettes, les ordinateurs, les imprimantes, les photocopieurs, les onduleurs. J'en passe tout le nécessaire pour que le personnel de la mairie se sente mieux dans le cadre de l'exercice de son travail. On pourrait évaluer ce matériel-là, seulement le matériel parti en fumée à hauteur de 80 millions à peu près. Pour le bâtiment, nous sommes en train d'évaluer sur les questions qu'on voit dans quelle mesure le reprendre. C'est tout un pan de l'immeuble nouvellement construit qui a été rasé par les flammes, et ce, à quelques jours de la réception des travaux. Voilà qui en rajoute aux commentaires qui ne cessent d'enfler sur les causes réelles de cet incendie ravageur. Le chef de l'exécutif municipal de Monatélé joue la carte de la prudence en se remettant aux conclusions de l'enquête qui a été ouverte. Il y a le procureur de la République près des tribunaux d'instance de la Léki qui était là hier, le préfet était là, le sous-préfet était là, le commissaire de sécurité publique était là, le commandant de compagnie, le commandant de brigade. Les enquêtes sont en cours et vont certainement nous dire dans les jours à venir ce qu'il en est exactement de cet incident très très malheureux. On ne saurait à l'étape actuelle dire que c'est une main criminelle ou pas. Nous, au niveau de la commune de Monatélé, nous avons rédigé une plainte contre inconnu. Et nous avons fait notre constat. Pendant ce temps, d'aucuns voient derrière cet incendie une main criminelle, laquelle a voulu faire disparaître les traces de la gestion de l'exécutif sortant. Le séjour d'une mission du contrôle supérieur de l'État au sein de cette institution conforterait alors la thèse d'un coup savamment orchestré. Ce d'autant que l'ancienne mairie avait déjà pratiquement déménagé pour le nouveau site et n'attendait plus que la réception des travaux suivie de l'inauguration officielle. Pendant que les langues se délient et que la mairie pleure les documents et autres équipements partis en fumée, certains remettent sur la table l'importance, voire l'urgence de la numérisation des archives pour éviter à l'avenir la perte irréparable des documents administratifs. C'est Monatélé aujourd'hui, ça pourra être une autre mairie demain. Reporters sans frontières appelle les autorités camerounaises à se conformer à l'avis rendu par le groupe de travail des Nations Unies qui estime que la détention provisoire de l'ex-directeur de la radio-télévision publique, Amadou Vamouké, n'a pas de base légale et demande que le journaliste soit libéré immédiatement afin qu'il puisse recevoir le traitement médical nécessaire à sa maladie. Saisi par Reporters sans frontières en janvier 2019, le groupe de travail des Nations Unies estime dans ses conclusions communiquées récemment à l'organisation RSF et à l'État du Cameroun que la détention provisoire de l'ex-directeur général de la CATV, Amadou Vamouké, n'a pas de base légale car elle va au-delà de la limite maximale prescrite par la loi et sans explication suffisante du caractère raisonnable et nécessaire d'une telle mesure. Sur cette décision du groupe de travail des Nations Unies, je vous propose d'écouter le responsable Afrique de Reporters sans frontières qui revient sur la démarche qu'ils ont initiée en faveur d'Amadou Vamouké, ex-directeur général de la CRTV, toujours en détention au Cameroun. Cette décision des Nations Unies, elle vient conforter ce que dit Reporters sans frontières depuis le tout départ dans cette affaire, à savoir que la détention d'Amadou Vamouké, elle est arbitraire. Elle est arbitraire parce que voilà 4 ans désormais que ce monsieur est privé de sa liberté sans jamais avoir été jugé. Voilà désormais 3 ans environ que les audiences s'additionnent et s'accumulent. Nous en sommes à plus d'une trentaine, rendez-vous compte, sans que l'accusation n'ait à la moindre occasion prouvé la pertinence de son action et prouvé, je dirais, par des faits, les accusations qu'elle porte contre ce journaliste. Donc il est urgent, parce que le droit n'a pas été dit, qu'Amadou Vamouké puisse être libéré. Et puis il y a une dimension humanitaire dans ce dossier. Il y a une dimension, je dirais même, de dignité humaine, tout simplement. Amadou Vamouké a 70 ans, c'est un journaliste malade, c'est établi par 2 neurologues de renom, et c'est un journaliste qui est aujourd'hui incarcéré dans une maison d'arrêt où
plusieurs cas de coronavirus ont été identifiés. Il y a donc une nécessité absolue à ce qu'il soit libéré parce que cette situation le rend particulièrement vulnérable. Et je dirais que pour l'image du Cameroun, le fait d'apprendre, si jamais les choses continuaient à se dégrader, la mort d'un deuxième journaliste aux mains des autorités en quelques semaines, ça enverrait évidemment un signal tout à fait glaçant. Donc nous exhortons les autorités camerounaises à entendre raison sur cette situation et à écouter et à donner suite aux nombreuses voix qui s'accumulent désormais et qui s'additionnent pour demander la libération d'Amadou Vamoulké qui n'a rien à faire en prison. Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières, qui a obtenu cette décision du groupe de travail des Nations Unies qui demande la libération de Amadou Vamoulké, journaliste et ancien directeur général de la CRTV en détention depuis près de 3 ans. Parlons à présent de cette imminence de la réouverture des frontières à travers le monde. Comment nos infrastructures aéroportuaires se préparent-elles à cette reprise des vols commerciaux et cet afflux des voyageurs? Ambiance à l'aéroport international de Douala où des aménagements et de nouvelles dispositifs sécuritaires ont été mis en place. C'est le constat qu'a fait le préfet du Vouri durant sa descente et la visite des infrastructures aéroportuaires à Douala. Des précisions avec Mitterrand-Dame et Julingue Nyondé. Distanciation sociale respectée, marquage au sol pour les passagers. L'aéroport international de Douala fait sa toilette et s'arrime aux normes prescrites en termes de mesures barrières à la pandémie à coronavirus. Dans le cadre de la réouverture imminente des frontières, le système de gestion des incidents vient d'être créé avec à sa tête Benjamin Boutou, préfet du Vouri. Il y a des vols qui vont arriver dans les prochains jours et nous devions justement nous assurer que tout est fait prêt pour accueillir justement ces passagers qui vont débarquer à l'aéroport international de Douala. J'ai observé que tout est fait prêt. On a marqué, les distanciations sociales seront observées, le port obligatoire du masque, le lavage de mains, bref, la désinfection même des espaces publics au niveau de l'aéroport international. Les salles d'embarquement, les salles d'enregistrement et même au niveau de la douane. Donc, et même dans les parkings, les mesures ont été prises pour que nous puissions justement assurer la protection de nos populations. L'espace aéroportuaire reprend vie dans les prochains jours et la sécurité sanitaire des passagers ainsi que des visiteurs sera garantie selon l'autorité préfectorale. Ça veut dire qu'il y a des passagers qui viennent des autres pays et nous devons justement d'assurer cette protection à nos populations en faisant en sorte que l'aspect sanitaire, c'est-à-dire au niveau de la sécurité sanitaire, que cela soit assuré afin d'éviter justement la propagation du virus. À partir de l'aéroport, nous devons nous assurer que les personnes qui débarquent ne viendront pas ajouter déjà à ce virus que nous gérons ici, un autre virus. Alors que le nombre de contaminés au coronavirus ne cesse de grimper au Cameroun, le gouvernement tente de rassurer que la réouverture projetée des frontières ne sera pas la porte ouverte à une importation massive du virus. En ces temps de crise sanitaire, presque aucune région du Cameroun n'est épargnée face à la progression de la pandémie du Covid-19. Le groupe CADI se déploie à travers le triangle national pour soutenir et contribuer aux efforts de lutte contre la pandémie du Covid-19. Du matériel médical de haute technologie a été octroyé aux différentes formations sanitaires à Bamenda, Kumba, Yaoundé et Douala à travers sa fondation Fouatoula Kadi de Fotso. Le groupe Kadi, qui, attaché aux valeurs humaines, soucieux de la santé des Camerounais, marque les esprits dans cet élan de solidarité nationale. Reportage. Il n'y a pas de limite dans la lutte contre la Covid-19 au Cameroun. Du gouvernement à la société civile, en passant par les Camerounais de bonne volonté, tout le monde met du sien pour repousser cette pandémie. Le groupe Kadi, à travers la fondation Fouatoula Kadi de Fosso, n'est pas en reste et il couvre désormais tout le pays.
Après les régions du centre, de l'ouest et du littoral, il se retrouve dans les régions du nord-ouest et sud-ouest Cameroun auprès des populations touchées par la Covid-19. L'hôpital général presbytérien de Kumba reçoit un concentrateur d'oxygène pour ventilation des malades, 10 000 masques chirurgicaux pour protection individuelle et des centaines de packs d'eau minérale Madiba pour soutenir la lutte contre cette maladie, autant pour le personnel soignant que pour les malades. We are just glad and grateful to God and to those who have donated. We want to wish them all the best and we pray God to enable them to have more so that they can share to other people and so that humanity can benefit from their largesse. L'hôpital régional de Bamenda reçoit des représentants de la fondation, un respirateur artificiel S1100 pour salle de réanimation, 10 000 masques chirurgicaux, 1000 tests de dépistage rapide et une centaine de packs d'eau de la marque Madiba, produite par l'Union camerounaise de brasserie. I think we are very, very happy at this moment when we are really deep in the response to COVID-19 pandemic. All I want to tell the management, we are very happy and we will remain really indebted to them. And of course, this goes to the population. I think this is for the entire population of the Northwest region. This machine will go a long way to see that we give quality health care to our patients. Dans la même lancée, l'hôpital Akintini de Douala reçoit un deuxième respirateur S1100 et 10 000 masques chirurgicaux pour renforcer son système d'accueil et de prise en charge des malades. Il y a pratiquement un mois, nous avions eu à recevoir un don de la fondation Kadi de Fosso, dont un respirateur, des masques, une importante quantité d'eau. Aujourd'hui, la même fondation revient avec un autorespirateur et des masques. C'est vraiment un sentiment de grande satisfaction et surtout beaucoup de reconnaissance à l'endroit de la fondation Kadi de Fosso, à laquelle, par ma modeste voix, l'hôpital Akintini dit merci. Enfin, pour la deuxième fois et pour un deuxième tour encore plus important dans la cité capitale du Cameroun, le groupe éponyme se déploie également. Il y a 2 semaines, c'était à l'hôpital du district de Biémassi et cette fois-ci l'hôpital général de Yaoundé, une structure touchée par la Covid-19 qui bénéficie des largesses du groupe Kadji à travers sa fondation. Un respirateur S1100 pour salle de réanimation, un extracteur d'oxygène pour ventilation des malades, 10 000 masques chirurgicaux, 1000 tests de dépistage rapide et une centaine de packs d'eau minérale Madiba ont été offerts à l'hôpital général de Yaoundé. Vraiment un coup de chapeau au groupe Kadji, ce respirateur qui va vraiment nous aider avec ce don en masque et en test. Ça va faciliter le diagnostic rapide. Le général est très sensible au geste de ce jour. C'est un geste qui va soulager non seulement nos patients, mais également le personnel. Les tests rapides que vous nous donnez ce jour arrivent à point nommé. Avec ces appareils, ça va nous permettre de sauver la vie de nos compatriotes. Le groupe Kadji continue sans relâche son engagement contre cette maladie sur toute l'étendue du territoire camerounais, sans distinction aucune. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, de nouveaux membres au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Il s'agit essentiellement des députés qui viennent ainsi entrer en scène au sein de ce Conseil supérieur de la magistrature, parmi lesquels de nouveaux députés élus lors de la dernière élection législative qui s'est tenue en février 2020. Il y a aussi un nouveau secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat hors hiérarchie Minko Abel, qui sera chargé de veiller au fonctionnement du dit conseil, de préparer les dossiers relatifs à une éventuelle session du Conseil supérieur de la magistrature attendue après celle de 2017
plusieurs promotions issues de l'ENAM qui scrutent le palais d'Etoudi où se tient souvent ces différentes sessions du Conseil supérieur de la magistrature, les différentes nominations, les sanctions éventuelles à l'encontre des magistrats indélicats et bien sûr l'avis du Conseil sur des probables grâces présidentielles ou encore des projets de loi ou propositions de loi relatifs au fonctionnement et au statut de la magistrature au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.